C'est bon. On est dans la petite boîte. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour un petit déjeuner dans le cadre du Festival international de géographie. J'accueille avec vous Céline Lapertot, que je retrouve avec plaisir parce que je l'avais déjà accueillie en 2016 pour un très beau livre qui s'appelait Femmes qui dansent sous les bombes. Je l'avais accueilli, je crois, je pense que c'était à la librairie Le Neuf, qui est partenaire aussi de tous les petits déjeuners littéraires. Voilà. Donc aujourd'hui, j'accueille Céline Lapertot pour son dernier roman, qui s'appelle Les chemins d'exil et de lumière, chez Viviane Ami, puisque vous êtes chez Viviane Ami. On en parlera un peu, parce qu'à un moment, on avait eu la maison d'édition qui était venue à un moment, et on en reparlera, parce qu'on parlera aussi de l'écriture, en général, et aussi de cette fidélité à cette maison, parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'important aussi pour vous. Voilà. Donc, ce matin, Les chemins d'exil et de lumière. Petit résumé du roman. Karel, petite fille à 8 ans, elle aime son pays, son école, sa nounou, ses amis. Elle n'est que tendresse et attente tranquille du lendemain. Mais le lendemain, la guerre éclate à Kinshasa, au Congo. Née dans une famille moitié ougandaise, moitié congolaise, la fillette se réfugie en France avec sa mère, Gisèle. Désormais, elles vivront 8000 km plus au nord, en Alsace. Donc voilà, Karel, cette petite fille, et sa mère se réfugient en France. Elles choisissent la France parce que la France, c'est la terre d'asile par excellence, surtout dans l'esprit africain, surtout chez les Africains. Donc, elles viennent en France parce que le mari de Gisèle est inquiété, enfin, en tout cas son frère ne revient plus. Et donc, pour la famille, ça devient une situation critique. Donc voilà ce déplacement en France, et c'est arrivé à Strasbourg. Donc comment est venue cette proposition, cette idée de faire ce travail-là sur des migrants? C'est une rencontre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que mon personnage, Karel, est inspiré d'une jeune femme qui existe dans la réalité, qui s'appelle en vrai Marlène, qui était une de mes élèves, tout simplement. Bon, aujourd'hui, elle va avoir 20 ans, hein, elle est en prépa littéraire, c'est plus du tout les mêmes conditions. Mais elle est arrivée du Congo en situation irrégulière avec sa maman. Effectivement, elle fuyait la guerre, puisque son père était dans l'armée. Et il commençait à y avoir des représailles sur les militaires qui haussaient un peu le ton en disant qu'ils en avaient un petit peu marre de tirer sur les gens, quoi, clairement. Et du coup, sa famille commençait à être en danger. Et donc, elles sont arrivées à Strasbourg en urgence. Il y avait déjà une amie qui habitait à Strasbourg et qui lui avait dit « ça devra aller, comme c'est la guerre dans ton pays, etc. » Et donc la maman s'est rendue à la préfecture, et là ça a été le début des ennuis et le parcours du combattant, parce qu'elles ont eu vraiment des années et des années de grosses difficultés quand même. Alors le déplacement, enfin dans le livre, parce qu'on a vraiment le personnage principal qui est Karel, et on reviendra un petit peu sur cette histoire, comment on peut construire un personnage. On reviendra un petit peu pour parler un petit peu plus de l'écriture tout à l'heure. Mais effectivement, on voit tout de suite que cette petite fille, elle est dans son pays d'origine. Elle se sent bien dans son pays. Il y a une harmonie avec le paysage, il y a une harmonie avec la famille, il y a une réelle harmonie. Et là, on voit ce déplacement, et ce déplacement qui, parce qu'on lui dit rien, on lui dit, elle sent les choses plus, voilà. Oui, on lui dit rien du tout. Et c'est vrai que Karel est une petite fille heureuse. Elle aime son pays, elle y a ses habitudes, et on l'arrache tout à coup. Là, c'est vraiment le vrai sens du déracinement. On l'arrache tout à coup à son pays, on la colle dans un avion, 9 heures d'avion, et elle débarque en France. La chance qu'elle a eue, c'est sa capacité d'adaptation et le fait qu'assez vite, elle sente qu'elle va aimer la France. Que c'est quelqu'un de très brillant, avec un tempérament artistique,
et elle sent qu'elle va réussir à y trouver sa place. C'est la chance qu'elle a eue, que tout le monde n'a pas forcément, c'est qu'elle sent qu'elle va pouvoir quand même s'y construire dans ce pays. Oui, parce qu'on on verra après, on va le voir, on le voit enfant, mais on le voit aussi après adolescent et plus tard, ou aussi presque adulte, et on sent derrière un véritable optimisme, une véritable volonté de se construire. Pourtant, le chemin est particulièrement difficile. Alors j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que on va en parler, parce que je pense que vous l'avez vécu avec des adolescents que vous avez eu en classe. Moi, j'étais enseignant aussi en maternelle, dans un quartier ici, Red, on parlera aussi de ces quartiers, et où j'ai vécu aussi ces problématiques-là. Donc l'arrivée en France, c'est vrai que l'arrivée en France, même dans la tête de Gisèle, c'est quelque chose, elle a une amie en plus, donc c'est quelque chose de très positif. Elle se dit, ça va fonctionner, c'est qu'une question de mois. Donc la première chose, c'est le Saint Graal, je dirais, c'est la préfecture. C'est la préfecture et avoir ce fameux CERFA, j'ai noté 127 530 53 étoiles 02. Ça, c'est le Graal. Arriver à pouvoir remplir ce CERFA qui fait qu'on va pouvoir commencer à faire une demande. Mais ça ne se passe pas si simplement que ça. Non, c'est vraiment pas facile. Et alors, la première partie du roman, qui là pour le coup, c'est vraiment inspiré de Marlène, donc c'est totalement vrai. C'est-à-dire que j'ai demandé à Marlène de m'expliquer réellement le parcours, les hôtels dans lesquels elle a vécu avec sa mère, mais vraiment des hôtels insalubres. Elle en a fait plusieurs comme ça, avec des règles quand même assez étranges, très sales. Et elle l'a vécu. Oui, alors les règles, par exemple, faut quand même en parler. Insalubre, ok, on ne parle pas des cafards, des punaises et ainsi de suite, mais aussi des règles, on n'imagine jamais. Et dites-vous bien qu'on a ça à Saint-Dié. Je veux dire, des vendeurs de nuit, quoi. On a ça à rue d'Alsace, on a ça à vol d'oiseau à 300 mètres, là. Et donc, et les règles, c'est quoi? C'est, on accueille des familles entières. Parce que là, elles sont que deux, mais quelquefois, c'est des familles, c'est 3 à 4 enfants, des familles entières. Et les règles, c'est, oui, vous avez le droit de rester là, vous avez le droit de dormir dans des endroits insalubres, mais vous n'avez pas le droit de manger. C'est ça. Donc il y a tout un système qui se met en place. Marlène m'expliquait donc avec sa maman, et ils le faisaient tous, hein, ils ramenaient en douce les tupperwares dans les sacs et ils les chauffaient sur des petits réchauds, sur les radiateurs dans la chambre. Radiateurs. En ouvrant bien les fenêtres pour pas attirer quand même le gérant avec l'odeur. Donc c'était vraiment tout un périple à mettre en place pour pouvoir manger. C'est très très compliqué, d'autant plus que c'est sale, donc il faut manger en plus dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui a encore plus aidé Marlène, la vraie Marlène et sa mère à vouloir se battre, c'est vraiment la dignité, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, l'envie de se redresser et de ne pas vivre de cette manière-là, conserver sa dignité. Oui, parce que Karel, par exemple, elle en parle. Vous imaginez un enfant qui a 8 ans, qui est à l'école, la question des odeurs. Toutes ces odeurs d'appartements, de moisis, tout ça, et comment elle en parle. Elle a peur d'arriver à l'école et de sentir les appartements et tout ça. On est là-dessus quand même. On est oui. Sur, voilà, hein, oui, d'autant plus que c'est une jeune fille brillante, oui. Une maman qui n'attend que ça d'être régularisée, parce qu'elle l'a toujours dit, moi dès que j'ai régularisé, je vais travailler. Oui, elle attendait que travailler. Ça. Elle pensait que dans les 2 mois, elle allait pouvoir... Elle pensait vraiment ça. En plus, elle avait l'avantage de parler français, oui. Donc elle n'avait pas trop la barrière de la langue, donc elle avait véritablement une envie de s'intégrer très rapidement. Quoi. Oui. Et ensuite, alors elles ont eu une chance, c'est qu'elles sont très croyantes, très pratiquantes, et elles sont rentrées assez vite dans une communauté. Il y a eu vraiment une solidarité qui s'est mise en place, parce que lorsque l'OQTF est tombé, l'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire français, à partir de là, les assistants sociaux disent « Ah ben non, nous on ne s'occupe plus de votre dossier, à partir du moment où vous devez quitter le territoire français, vous quittez les chambres. Hein. » Ouais, peut-être que l'OQTF, il tombe, 2 ans après leur arrivée. Oui, même quelques années après, elle avait le temps, elle était au collège, elle avait le temps, elle était en 4e, puisqu'on est allé plaider sa cause auprès
du député à Strasbourg, elle était déjà en 4e. Déjà en 4e alors qu'elle est arrivée à l'âge de 8-9 ans. C'est ça. Donc vous imaginez, on est dans une situation complètement instable, et puis au bout d'un certain nombre d'années, l'OQTF tombe. Donc vous êtes encore plus dans la stabilité. C'est-à-dire que on n'arrête pas de... C'est ça que on notait bien dans ce roman, c'est qu'on n'arrête pas de déraciner les gens. Ils sont déjà déracinés une fois, mais on n'arrête pas, c'est 2 fois, 3 fois. Et je vous parlais de ça, et je pense que c'est pareil, on retrouve ça dans le roman. Moi j'ai eu le cas de Syrienne ici, que j'avais accueillie, qui était en maternelle, qui visiblement avait vécu des choses pas très sympathiques, et qui pour une avait 4 ans, et puis l'autre avait 5 ans, 5 ans et demi. Donc qui était vraiment marqué, on le voyait chez ces enfants, qui était compliqué, quoi. Et qui commençait à s'intégrer, qui au bout de 6 mois, un matin, plus d'enfants. J'ai plus mes 2 petites Syriennes qui sont là. Bon, donc je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Pas de nouvelles sur le quartier. Alors on s'inquiète, on regarde, on arrive à savoir par des voisins que non, elles ont été évacuées hier. Carrément, on est venu les chercher. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça en France quand même. On est venu les chercher. Mais elles sont où? Chercher pourquoi? On ne sait pas. Donc avec l'école, on a mis 3 semaines à 1 mois pour les retrouver. On les a retrouvées de l'autre côté de nos châteaux. On a décidé de les enlever de leur appartement où elles étaient là. Un matin comme ça, on est venu les chercher, on les a amenés de l'autre côté de nos châteaux. Elles ont pris 3-4 affaires. Alors nous, à l'école, les dessins, les doudous, tout ça, on n'est pas venu nous voir, on ne nous a pas prévenus. Il a fallu qu'on les retrouve et qu'on leur fasse un paquet 1 mois après. C'est ça la réalité. Et ça, ces déplacements-là, c'est pas une fois. C'est-à-dire qu'on le voit très bien dans ce livre. On voit que le premier hôtel, ça va encore. Ça va encore. Ça va encore. Et puis d'un coup, ça se dégrade. Puis après, elle se retrouve carrément dans les quartiers, entre guillemets, un peu en difficulté, de la banlieue strasbourgeoise, qui peuvent être pas mal. Qui peuvent être pas mal. Voilà. À un moment, et donc c'est très compliqué. À un moment, vous écrivez, on installe des quartiers crades au pied des prisons, et on dit aux gosses qu'il ne tient qu'à eux de préparer leur avenir. Mais parce que c'est vrai, c'est-à-dire que vous avez des quartiers, c'est comme ça chez moi à Strasbourg aussi, vous avez des quartiers, je pense à Solignac, etc., des quartiers quand même très, un peu chauds, hein, et au bout de ce quartier, il y a la prison. C'est-à-dire qu'on fait comprendre à ces enfants que leur avenir est tout tracé finalement. Et en même temps, on leur dit, bouge-toi, travaille, etc. C'est un peu compliqué quand on leur fait comprendre que finalement, ils n'ont qu'une route à prendre. Hein. Ouais, c'est ça. Et effectivement, Marlène a atterri là-dedans un peu avant l'OQTF avec sa maman. Elles avaient un petit appartement. Elles étaient quand même contentes. Alors, quartier difficile, d'accord, mais finalement, elles avaient enfin un petit truc bien à elles. Et l'OQTF tombe et l'assistante sociale dit « Vous ne pouvez pas garder cet appartement, vous n'y avez plus le droit. » Et là, c'est là que la communauté chrétienne s'est mise en marche parce qu'elles sont allées dormir... chez l'une, chez l'autre, il y avait toujours quelqu'un pour les accueillir. Et au collège, on a tapé à la porte des députés. Parce que Marlène, brillante, moi je l'ai rencontrée dans ce cadre-là parce que j'étais sa professeure en 4e et j'anime des ateliers d'éloquence et je mène mes élèves au concours d'éloquence parce que j'estime qu'en REP, on peut aussi être éloquent. Et Marlène était brillante. Et c'est ce qui a aussi, je pense, pour le coup, joué en sa faveur, c'est quand on est allé taper à la porte du député en disant « Mais vous ne pouvez pas, c'est une mère exemplaire, c'est une jeune fille qui fait des études brillantes, vous ne pouvez pas, alors qu'ils sont en danger dans leur pays, vous ne pouvez pas les ramener. » Et le député s'était engagé, tant que les papiers n'avaient pas été faits, vraiment à... Parce qu'elle reste sur le territoire. Voilà. Et l'année d'après, ça a été l'année de sa consécration, l'année de 3e, finaliste du concours d'éloquence, régularisée la même année. Elle entre au Pontonnier, qui est le lycée, option théâtre. Ça a été l'année. Là, maintenant, elle est en pleine bataille. Alors, on a mis dans le dossier le roman. Elle est en pleine bataille pour l'étape suivante, qui est la naturalisation. Parce que, autant la maman, c'est normal, elle a envie de retrouver son mari... de retourner dans son pays. Quand il sera bientôt à la retraite, parce qu'il n'y aura plus de danger.
autant Marlène, maintenant, elle a pratiquement 20 ans, elle est en France depuis qu'elle a 8 ans, elle a fait tout ici, elle a envie de rester ici, Marlène. Ouais. Alors quand même, au-delà de l'aspect insalubre des différents appartements, elle a un appartement aussi où là, sa couleur de peau revient, ce que j'aime bien, où la logeuse l'appelle la sorcière. Oui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup surprise. Voilà, mais c'est pas très étonnant en fait, ouais, voilà. Quand on connaît en fait le contexte et la culture, mais c'est vrai qu'elle est rentrée un jour du collège, elle enlève les baskets et elle entend sorcière. Ouais. Et c'est vrai que la logeuse, pendant des semaines, l'a appelée sorcière. Ouais. Et la maman, donc elles ont vite quand même trouvé une solution pour partir parce qu'elles se sentaient vraiment pas bien. Je pense que la logeuse avait des soucis peut-être dans sa vie et pour elle c'était la faute de Marlène qui lui portait. Elle l'appelait sorcière. Alors, ce qui est marrant chez Marlène, chez Carrel, dans le personnage, c'est que c'est un peu cette résilience, c'est cette façon de ouais, alors, je suis une sorcière, quoi. Voilà, elle en a fait son jeu, je suis une sorcière, ok. De porter complètement le titre et puis d'aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on voit qu'elle a une capacité incroyable à rebondir. Et quand on connaît Marlène, parce que Carrel, en tout cas la première partie du roman, c'est vraiment, vraiment sa vie. Après, ça reste un roman parce que je lui ai prêté une vie à Carrel adulte, qui ne sera pas forcément la vie de Marlène, même si Marlène s'oriente quand même, mine de rien, vers le théâtre. Mais quand on connaît Marlène, elle est lumineuse. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui est vraiment lumineuse. Alors pour revenir à ce concours d'éloquence, donc le concours d'éloquence, alors dans le livre, vous allez trouver le texte à la fin. Le texte de Marlène. Marlène. Alors la proposition, c'est quand même une proposition, alors je laisse qui est quand même assez, c'est là qu'on voit que c'est un véritable travail et c'est quand même une proposition assez étonnante. Bah oui, en fait, Marlène, elle avait un petit côté grande gueule. Ouais. Et donc, l'organisatrice du concours, pour la punir un petit peu et la mettre un peu en difficulté, ce qui ne l'a pas du tout mis en difficulté, elle avait pour sujet prouver la supériorité de l'homme sur la femme. Elle vient me voir au CDI, elle me dit, bon, bah voilà mon sujet. Sur le coup, mon stylo menton, je me dis, qu'est-ce que c'est de ce truc? Et puis, on se regarde, on se dit, bon, allez, on y va. Et on a trouvé, mais on riait parce que c'était n'importe quoi, c'était d'une totale mauvaise foi, mais on a trouvé plein de choses. Elle a tenu son discours. Et après, ils ont essayé, le jury, de la mettre un peu en difficulté au moment du débat, mais elle était à fond, si. Et puis elle trouvait, ça lui a ouvert les portes de la finale parce que non, elle a tenu son rôle, elle a prouvé la supériorité de l'homme sur la femme. Ouais. Alors, parce que je connais pas de trop, mais ça dure combien de temps? Alors là, en REP, c'est pas comme les grands concours d'éloquence où ils peuvent aller jusqu'à entre 12 et 17 minutes. Oui, en REP, c'est entre 5 et 7 minutes. Ce qui est déjà beaucoup. C'est des concours vraiment inter-REP, c'est-à-dire que pour donner de la chance quand même à ces collégiens-là, c'est vraiment organisé entre les collèges REP de la banlieue strasbourgeoise. On va pas mettre Sturm, etc., les grands collèges. Et il y a beaucoup de participation. Ah oui, il y a énormément de collèges qui participent. Et donc il y a une finale, une demi-finale. Et on essaye pour la demi-finale de trouver des lieux où ces enfants ne sont jamais allés. On les a emmenés à l'Assemblée nationale, on les a emmenés dans les locaux de France Télévisions, on les a emmenés à l'ENA. Et Marlène a découvert ça, elle a fait sa demi-finale à l'Assemblée nationale et c'était merveilleux. Et Marlène avait quelque chose de particulier que je n'ai jamais revu chez d'autres personnes, c'est la seule. C'est là que j'ai repéré ce qu'elle était. Elle arrivait, elle n'avait même pas de feuille. Ah oui. Elle déclamait son discours comme ça. C'est la seule que j'ai vue faire ça. Hein. Tout le monde arrive avec quand même ses feuilles dans la main par sécurité. Non, elle arrivait, elle déclamait. Je disais, mais... Et elle m'a dit, je relis mon discours tous les soirs en même temps que je fais ma prière. Et au fait, ça rentrait. Tout simplement, et elle arrivait sur scène et elle déclamait son discours. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, elle a survolé ce concours et j'ai eu d'autres lauréats après, j'ai eu d'autres jeunes hommes et jeunes filles très doués, mais là, Marlène, c'était quand même quelque chose. Et j'avais absolument envie dans ce roman, dans la peau de Carrel, de remettre en scène ce concours d'éloquence qui a été absolument fondateur pour elle, clairement.
C'est ce qui, je pense, a joué en sa faveur pour la régularisation. Tous les sans-papiers de France n'ont pas cette possibilité-là. Marlène, elle avait son talent pour elle. Elle avait clairement son talent pour elle, et ça a joué en sa faveur. Ouais, elle a son talent pour elle, et puis elle a quand même une lecture de la société déjà très, même toute petite, déjà très critique. On va revenir à l'histoire de la dignité, mais très critique. Donc, elle voit les voitures brûlées, par exemple, au Nouvel An. Il y a une scène où elle doit être dans son appartement. Elle regarde ces voitures qui sont brûlées à Strasbourg, et elle dit mais c'est pas possible, quoi. Moi, elle m'a clairement dit, et ça je l'ai remis dans le roman parce que pour moi cette phrase était percutante, elle dit mais chez nous au Congo la voiture est un luxe, on ne brûle pas son luxe, enfin, c'est un luxe. Et là elle arrive dans un quartier pauvre où des jeunes comme ça brûlent les voitures des ouvriers, et des ouvriers qui arrivent le matin en se disant bah je peux pas aller au boulot et je vais perdre mon boulot parce qu'on m'a brûlé ma voiture. Et elle me disait mais je comprends pas, je comprends pas comment on peut ajouter de la pauvreté à de la pauvreté comme ça pour rien. Pour elle, c'était incompréhensible, et ça ne serait jamais arrivé là où elle était avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, comment on construit un personnage comme Karel? Et je voudrais revenir aussi sur le personnage de la mère aussi, parce qu'il est un peu en creux comme ça. Voilà. Alors, comment vous construisez un personnage? Pour ce roman-là, c'était assez compliqué parce que c'est à mi-chemin entre la biographie et la fiction, puisque la première partie de la vie de Karel, c'est vraiment Marlène. Je lui ai demandé de me raconter son parcours, etc. Et ensuite, ça reste un personnage, c'est pour ça que c'est Karel, parce qu'ensuite, j'ai prêté une vie à Karel, puisque Karel va intégrer la Comédie Française. Elle est la première jeune femme noire à jouer Phèdre, qui est le rêve de sa vie. Et ça aussi, c'est un clin d'œil justement à un des concours d'éloquence qu'on a fait, où Marlène est arrivée sur scène en déclarant la déclaration d'amour de Phèdre. Et donc j'avais envie de mettre en scène, mais tout ça, par contre, c'est de la fiction. Et donc, c'était pas évident, j'avais un peu de la pression, parce que je voulais que la première partie, le ton soit juste, je voulais pas trahir les propos de Marlène, elle me faisait confiance quand même. Et je voulais quand même laisser suffisamment de place à Karel, qui est un personnage de fiction et que j'avais envie aussi de développer. Donc c'est pas évident quand on est à mi-chemin comme ça entre la biographie et la fiction. À mi-chemin, je crois que pour écrire le personnage de Karel, en utilisant les propos de Marlène, enfin l'expérience de Marlène, vous avez demandé l'autorisation. Ah, j'ai demandé à Marlène, parce que j'aurais jamais fait. Je lui ai dit Marlène, voilà, tu m'inspires. J'étais fan d'une gamine de 15 ans, c'est comme ça, je lui ai dit tu m'inspires vraiment et j'aimerais écrire. Et elle m'a dit je vais demander à ma maman. Et sa maman a évidemment donné son accord. Et sa maman était, que j'ai très peu vue, mais j'ai senti, chez la maman de Marlène, j'ai senti ça, c'était cette dignité. À toute épreuve, c'était une femme grande, fière. Et elle en a pleuré parce qu'elle s'est reconnue dans le roman. Je l'ai senti, je l'ai écrit comme je le pensais. J'ai pas assez vu cette femme pour... mais des éléments que j'avais, j'ai écrit ce que je ressentais d'elle, et j'avais vraiment voulu faire passer cette dignité-là. Je disais qu'en fin de compte, le personnage était un peu en creux. C'est assez magique dans le roman, parce que j'ai pensé après, je me dis, elle est toujours présente. Elle s'exprime très peu, mais elle est toujours là, comme ça, derrière. C'est quelqu'un qui parle peu, mais toujours là pour sa fille. Voilà, ça, et en accompagnement toujours. Et c'est très bien. Elle l'a accompagnée jusqu'au bout. Les pontonniers, etc. Elle a vraiment donné toute l'indépendance qu'il fallait à sa fille pour que... Et puis, elle lui donne aussi une leçon d'amour incroyable. Et ça, c'est une leçon d'amour incroyable. Elle est éloignée de son mari. Et en tout cas, il y a de très belles scènes quand son mari revient. Et là, Karel, je crois que c'est très... Pour elle, ça construit aussi beaucoup de choses quand elle voit la rencontre. Le couple de ses parents, pour elle, c'est incroyable. Moi, Marlène m'a déjà dit, ils se voient peu. Des fois, c'est elles deux qui arrivent à revenir au pays, et des fois, c'est le papa qui arrive à venir le visiter en France. Elle me dit, ils se voient pas pendant X temps, et quand ils se revoient, c'est comme si c'était vu la veille. C'est incroyable. Leur mariage et l'amour est là, quoi qu'il se passe. Et Marlène, ça l'a fait complètement rêver. Oui.
Et le père, qui est très absent, mais aussi un élément très constructeur pour Karel et pour Marlène. Bah, il a accepté quand même de laisser partir sa femme et sa fille pour être sûr qu'elle reste en vie. Mais en même temps, il lui donne beaucoup, avec très peu de phrases, il lui donne beaucoup de force. Oui, Hein, voilà. oui, effectivement, les parents de Marlène sont vraiment des piliers dans sa vie. C'est quelqu'un, malgré le déracinement, malgré les difficultés liées à la migration, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est très saine, qui sait où elle va, elle est brillante dans ses études. Là, elle est en 2e année de prépa littéraire, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle veut aller. C'est la force tranquille. Et je pense que c'est en grande partie lié aussi au fait qu'elle a des parents qui, malgré les déboires de leur vie, sont là, quoi, sont des piliers. Et donc, comme tout enfant venant de l'immigration, on lui demande, en fin de compte, quand elle va intégrer aussi le lycée avec l'option théâtre, on lui demande, si on demande à des enfants un niveau 100, on lui demande un niveau 150. Ouais, oui. C'est forcément ça. Elles doivent toujours se battre pour montrer qu'elles sont à leur place. Elle comprend, et on voit, c'est très bien dit dans le roman aussi, à chaque fois, ces ruptures avec le pays, et aussi son rapport à sa couleur de peau. Et là, quand elle commence à intégrer, quand elle sort de sa REP et qu'elle commence à intégrer effectivement un lycée avec option, il y a encore une autre difficulté qui se met en place par rapport à sa première année était dure. Qu'elle est africaine. Ah, complètement. Et là, je trouve que c'est quand même très, très bien noté, c'est quand même pas sympa. Quoi. Bah, il y a eu un rapport aussi, moi on en parlait beaucoup, Marlène, sa première année de seconde au Pontonnier, il y a eu un peu un rapport de jalousie aussi, parce que elle n'est pas tombée dans la marmite de la culture, elle vient d'un milieu ultra populaire, elle n'avait rien à voir à la base avec tout ça, mais il s'avère qu'elle est brillante, c'est comme ça. Elle arrive en France, en 2 mois, elle parlait français. Marlène, elle est brillante. Et elle sentait que les filles de la classe, il y avait de l'animosité, c'était hostile, elle ne comprenait pas pourquoi. Et moi, je lui ai dit, il y a de la jalousie là. Je lui ai dit, tu ne devrais pas réussir comme ça ne plaît pas. Et pour moi, il y avait une forme de jalousie parce qu'elle avait des très bons résultats, peut-être même meilleurs que certains qui, évidemment, on s'attendait à ce qu'ils aient des 19, etc. Et je pense qu'il y avait à la base une forme d'hostilité qui, petit à petit, s'est résorbée parce que, non seulement elle est brillante, mais en plus, elle est chouette, quoi. Elle est gentille, elle n'est pas guerrière pour dessous, c'est pas quelqu'un qui va... Donc petit à petit, on plie devant quelqu'un comme ça parce qu'elle est rigolote, elle n'est pas méchante. Je crois qu'on est quand même aussi, si elle est sur l'option théâtre, on est quand même dans le milieu du théâtre, et c'est quand même un milieu où on parle de beaucoup de choses. On ne peut pas être dans une option théâtre, on en a une ici, je me Corinne, donc on ne peut pas être dans une option théâtre avec un ensemble de filles ou de garçons qui sont en train de travailler l'art dramatique sans développer une certaine forme de respect forcément. Hein, voilà. C'est venu au fur et à mesure, mais pas la première année. Quand elle arrive en première, là, après, elle a senti que c'est bon. Elle avait sa place, elle se déployait, elle était là où elle voulait être. Mais l'année de seconde, ça n'a pas été facile. Elle a eu du mal à trouver ses marques. Elle était dans un environnement extrêmement différent de ce qu'elle avait connu et c'était pas évident de trouver les bons codes, quand même. Alors après, retrouver d'autres codes, c'est la comédie française, quoi. Donc, Phèdre, effectivement, elle arrive à jouer Phèdre, enfin, elle devient... Oui, Karel. Karel devient Phèdre. Et alors, une très belle scène, laquelle je trouve très intéressante, c'est sa préparation. C'est sa préparation pour arriver sur scène. Parce qu'après tout, elle est noire, elle va jouer Phèdre, et comment je me prépare? Est-ce que je deviens... Non, elle décide d'aller dans la nudité, quoi. Oui, elle a une pauvre chemise blanche, elle bourrife ses cheveux, et elle se maquille pas. Et en fait, ce qu'elle veut, et c'est Marguerite Yourcenar qui disait ça dans ses entretiens avec Mathieu Gallet, qui disait « On a tous le fond commun de l'humanité. Qu'importe la couleur des femmes ou la couleur des hommes, les douleurs de la jalousie,
les chagrins d'amour, tout le monde ressent ça. Alors une Phèdre, elle peut être de n'importe quelle couleur. Une femme qui crève de jalousie et qui est capable de commettre les pires atrocités et après d'en nourrir du remords, ça, c'est n'importe quelle femme, ça appartient pas à une couleur particulière. Donc à partir de là, oui, Carrel pouvait jouer Phèdre. Et ce qui était intéressant, c'est que la préparation, elle vient aussi du fait que, une fois que tout est posé, et qu'elle vit enfin sa vie de jeune française, étudiante en art, etc., elle rencontre l'amour, et c'est un amour absolument dévastateur. Et ça la prépare à Phèdre, mine de rien. Voilà. C'est là qu'elle se sent apte à jouer Phèdre, parce que la passion qui s'est déchirée, puisqu'elle s'est fait, elle a été quittée du jour au lendemain au milieu de sa passion, elle le ressent dans sa chair, dans son corps, et là, elle monte sur scène, elle dit, de toute façon, là, c'est sûr, je suis Phèdre. Alors, quand on arrive là, ça nous donne envie de retourner au début, et on le voit au début, c'est comment on arrive à l'écriture, comment aussi la littérature, comment tout ça la nourrit et lui permet de devenir Phèdre. Vous êtes tout jeune, ça commence. C'est un mélange, en fait, c'est aussi parce que Marlène et moi, c'est une rencontre aussi. On s'est rencontrés parce qu'on a des points communs. Moi, je suis une enfant placée, je suis une enfant de la DAS, j'ai été placée en foyer, en famille d'accueil, le déracinement, alors dans une moindre mesure, on n'a pas changé de pays. Mais j'ai quand même, les douleurs de l'abandon, etc., je connais. Et moi, ce qui m'a construit, c'est l'école, c'est la littérature. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis romancière et enseignante. Et vous voulez, et je crois avoir lu quelque part que quelqu'un vous avait posé la question de savoir, mais pourquoi vous n'êtes pas uniquement romancière? Et vous répondez, non, je veux rester aussi enseignante. Oui, bon déjà, j'ai pas trop le choix, je suis pas Méline Nothomb, donc si je veux donner de la nourriture à mes enfants tous les jours et payer mon loyer, j'ai plutôt intérêt à continuer. Surtout avec les doués de Strasbourg. Voilà. On parlait tout à l'heure. Donc de toute façon, pour l'instant, d'un point de vue pragmatique, j'ai pas trop le choix. Mais aussi, effectivement, pour l'instant, moi, j'ai encore ce plaisir de la transmission. Généralement, les enseignants qui quittent l'éducation nationale, c'est pas à cause des élèves. On les aime. Et moi, j'aime quand je suis en classe, j'aime ça. Et des Marlène, j'en ai vu d'autres. Et l'éducation nationale nous broie totalement. Mais les heures qu'on passe en classe, on est bien. Voilà. Et ça me permet aussi de rencontrer des jeunes personnes absolument formidables. Et je ne suis pas encore prête à renoncer à ça. Non. Et c'est ça aussi qui crée ce roman-là. C'est qu'il y a un peu de Marlène, mais il y a aussi un peu de moi, de mes goûts littéraires, puisque moi j'ai commencé à lire très jeune Racine. Je ne suis pas passée par la case littérature jeunesse, je ne connaissais pas vraiment, j'ai lu des choses trop grandes pour moi très vite, et beaucoup de mes romans ont été construits comme ça, comme des tragédies, parce que je ne lisais que ça, je me suis mise au roman contemporain très tard. Et forcément que je pars sur le théâtre, pour moi, il fallait qu'Arel, elle soit une tragédienne. Il fallait qu'elle ait un amour de la tragédie. C'est aussi mes premiers amours à moi. C'est bien parce qu'un petit blanc comme ça, c'est bien. Oui, et alors on peut revenir un petit peu sur la dignité, sur la question de la dignité. Parce que dans le dernier Philosophie Magazine, ou l'avant-dernier, il y a Cynthia Fleury qui est psychanalyste et qui vient de sortir un livre sur la dignité et qui est quand même qui semble intéressant. Alors je ne l'ai pas lu, j'ai lu simplement l'interview et tout ça, mais elle parle en tout cas en France de cette question-là où elle dit l'indignité. L'indignité est le passager clandestin de la démocratie. Et c'est vrai qu'on a tellement de situations, on est là avec cette image de la France, de la démocratie, et on n'arrête pas d'accumuler des situations d'indignité. Alors on parle du logement, on peut parler de l'hôpital, on pourrait même peut-être parler de l'éducation, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont plus, quoi, et qui s'écroulent. Et là, on voit à travers des personnages, donc Carrel, sa mère Gisèle, que
face à ça, il y a de la résistance, quoi. Il y a de la résistance et quand même une certaine volonté de se positionner et d'être quelque part sur un combat. Oui, de rester un être humain à qui on ne peut pas dénier certains droits fondamentaux, voilà, effectivement. Alors qu'elles sont venues, c'est ça en fin de compte ce livre aussi, c'est qu'elles sont venues en France parce qu'elles imaginaient que c'était le pays de la dignité aussi. Et la démocratie leur donnait naturellement la dignité. Et on s'aperçoit que on n'a pas tout à fait cette lecture-là, quoi. Non, clairement, oui, on leur fait sentir qu'elles sont de trop. Alors que la maman de Marlène, au Congo, elle avait une petite boutique de vêtements, hein, elle travaillait, elle vivait plutôt bien. On n'était pas parti sur les familles les plus pauvres du Congo, pas du tout. Elle vivait plutôt à l'aise là-bas. Et c'est en arrivant en France, en fait, pour sauver leur vie, qu'elles ont absolument tout perdu finalement et qu'elles se retrouvent dans des trucs insalubres. Effectivement, avec les cafards, il y a certaines scènes qui sont véridiques, oui. La jeune femme qui relève ses voiles aux toilettes, etc. Tout ça, Marlène, oui, parce que c'est véridique. C'est ce palier avec 15 chambres, quoi. Enfin, voilà, c'est la réalité, quoi. Voilà, vous faites pipi devant tout le monde. Voilà, c'est la question dignité, c'est quand même la base, de protéger sa nudité, son corps, c'est quand même juste la règle numéro 1 de la dignité, quoi. Et là, elle n'avait même pas ça. Donc ça pose vraiment question, effectivement. Alors ça pose question, et moi ça me pose d'autant plus question que quand même je suis allé voir sur l'INSEE les chiffres sur les migrants, et quand vous tapez sur le site de l'INSEE, vous arrivez à voir tous les tableaux, et vous apercevez qu'en fin de compte, au niveau migration, il n'y a pas plus migration aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, et il y en a même moins. En tout cas, ce qu'on dit très nettement, c'est que les intégrations, là, il y en a nettement moins, c'est-à-dire qu'il y a eu un frein qui est incroyable. Donc, il y a des gens qui arrivent sur le territoire et on les laisse traîner, on les laisse vraiment traîner jusqu'à les renvoyer dans leur pays. Et voilà, donc, et que la population étrangère en France ne représente que 10%, ou même pas 10%. Alors quelle est cette démocratie de 66 millions, ou presque 70 millions, qui n'est pas capable, entre guillemets, d'intégrer de manière digne 10% de sa population, alors qu'on est dans une démocratie occidentale, entre guillemets, riche, entre guillemets, quoi. C'est là aussi, quand on voit ces chiffres-là, voilà, on est quand même assez... Il y a quand même pas mal l'influence des médias aussi. Oui. Moi, je travaille dans une REP. Je travaille entourée d'enfants et de parents musulmans. Et on est très très loin. Au quotidien, là, moi qui suis au milieu d'eux tous les jours de ma vie, on est quand même très très loin de ce qu'on voit sur les chaînes d'infos en boucle. Là, on nous prenait la tête avec la baya. Moi, dans mon collège, on n'a pas eu une seule qui est venue avec ça. Oui, alors que le collège, c'est le collège de Chiltigaim. Et moi, c'est mon collège de Chiltigaim, c'est vraiment une REP, c'est bien... moi, je suis sur le côté près de Lamartine, le côté quartier des écrivains, on est plutôt pas mal. Oui. Et il n'y a pas de... C'est un côté très... beaucoup de migration, etc. Moi, j'ai pas vu une fille avec la baya. Par contre, vous regardez la télé, on a l'impression que la France regorge d'abaya. Il y a aussi ça, le problème, c'est ce qui est véhiculé à la télé, mais ce qu'on voit en vrai, nous, sur le terrain. Et puis, c'est riche. Enfin, moi, je sais que dans mon collège, il y a 43 nationalités différentes. Et tous les 2 ans, on fait ce qu'on appelle une journée interculturelle. Et ça veut dire qu'on fait un défilé où les enfants peuvent venir le jour-là avec leur... non, c'est des belles robes. Il y avait vraiment des choses magnifiques de leur pays. Des superbes robes colorées. Les mamans arrivent. Bon, alors vous préparez votre estomac parce que vous ne mangez pas 3 jours avant et vous ne mangez pas 3 jours après. Hein. C'est-à-dire il y a un étal de nourriture de tous les pays. Et les mamans, elles se font un plaisir de venir avec tout ça. Et évidemment, vous goûtez à tout, donc c'est compliqué. Mais c'est des journées aussi qui sont formidables. Je veux dire... C'est un vrai partage, et ça fait des années qu'on vit ça, et moi j'ai jamais vu d'émeutes, de machin. Et
Et donc il y a quand même aussi, je dis pas que tout va bien, hein, je veux dire au quartier des écrivains, il y a pas mal de fichiers S, et on le sait, il y a des trucs qui vont pas hein, non plus, mais il y a aussi énormément de belles choses, et on n'en parle jamais en fait. Oui, c'est ça. On n'en parle jamais. Des filles comme Marlène, voilà, on n'en parle jamais. Oui, ouais, ça c'est une problématique générale, c'est-à-dire effectivement d'aller plutôt sur l'horreur sur les choses négatives que d'aller sur les choses positives. Il y a beaucoup de solidarité aussi dans ces quartiers, il ne faut pas croire. Hein. Il y a énormément de solidarité. Oui. Alors pour revenir sur les personnages, la construction des personnages, j'avais lu que quand vous êtes sur un personnage, vous vous impliquez totalement dedans. Alors comment ça marche un peu cette histoire d'un point de vue purement littéraire Du point de vue de la création parce que ça nous intéresse bien aussi de parler de l'écriture. Bah, effectivement, moi je ne l'écris pas tout de suite. J'attends vraiment que le personnage grandisse en moi pour que ça devienne presque une personne. Pour qu'elle soit animée de son propre caractère, ses propres émotions aussi. Et c'est le personnage qui va donner le roman. Vous démarrez par le personnage Non, pas forcément. Pas forcément. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir quand même, on va dire, le squelette. Je sais où je vais. J'ai les grandes lignes, je sais comment je termine. Ça, je ne commencerai pas mon roman tant que je ne sais pas au moins la fin. Mais après, je me laisse quand même. C'est ça l'avantage par rapport au roman policier où au contraire, là, ils ont intérêt à avoir une feuille de route. Oui, ça trace. Moi, non. J'ai mes grandes lignes parce que je veux savoir où je vais et je veux savoir comment je termine. Mais on se laisse quand même suffisamment de latitude pour laisser vivre le personnage. Voilà, il y a des scènes, je sais que je vais les écrire, mais aussi des choses, parfois, 30 secondes avant, je ne savais pas que j'allais écrire ça. Ouais, il faut se laisser aussi... voilà, il faut se laisser aussi porter par son personnage. Ouais. Il y a des moments inévitables, on sait qu'on va aller là, puis il y a des moments aussi de spontanéité. Et alors, la justesse du personnage, comment on taille ça pour avoir cette justesse-là par rapport aux propos qu'on veut développer? Bah ça, je dirais que c'est le travail, c'est des années d'écriture. C'est peut-être aussi le point commun qu'on a avec le théâtre, etc. C'est les rôles de composition. On est capable d'entrer dans son personnage ou on n'est pas capable. J'ai été capable d'écrire dans Des femmes qui dansent sous les bombes, de me mettre dans la peau de guerrières qui intègrent l'armée régulière, alors que j'ai écrit ça, j'étais une petite blanche européenne d'à peine 30 ans, et j'ai été capable de le faire. Mais je crois qu'à un moment donné, si on est romancier, on doit avoir cette capacité-là, de rentrer dans la peau de l'autre, d'intégrer les émotions, d'être capable d'écrire ce qu'on n'est pas. Si on n'est pas capable de faire ça, ben on n'est pas écrivain, on n'est pas romancier. Il y a aussi ce côté rôle de composition. On doit avoir, et plus on écrit aussi, plus on s'entraîne, plus le travail est là. Mais je pense qu'à la base, il y a aussi cette capacité-là, à rentrer dans la peau de l'autre. Sinon, on ne peut pas écrire, on ne peut pas faire vrai. On ne peut pas faire vrai. C'est sa distance aussi qui permet ça. Oui, il y a toujours un peu de nous-mêmes, c'est forcé, on vit 24 heures sur 24 avec nous-mêmes, ça ressort forcément. Mais on doit être capable de se plonger dans l'intériorité de quelqu'un d'autre. Et quand vous commencez un roman, vous êtes complètement... C'est une période bien déterminée ou non, alors on est complètement schizophrène, hein, nous les... Parce que moi, je suis romancière, mais je suis aussi enseignante et je suis maman. Donc j'ai plein de casquettes. Alors comment on organise tout ça, quoi? Comment ça s'organise? Naturellement ou alors c'est on n'organise rien, on se laisse porter par notre vie. Non, c'est pour ceux qui me connaissent. Non, ma vie est pure chaos. Mais disons qu'il y a des choses un peu organisées comme ça, mais on écrit quand on peut écrire. Il y a beaucoup de fatigue, mais c'est de la fatigue aussi qui est bonne, parce que c'est de la fatigue parce qu'on fait plein de choses, voilà, parce qu'on est très occupé, mais ça veut dire que c'est une vie qu'on vit à 100 à l'heure. Voilà. Alors, quand même dans vos romans, le fond est quand même toujours social. Oui. Ouais. Et ça, moi je suis un écrivain social, et je lis, enfin je suis une lectrice de romans sociaux, et je suis un écrivain social. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire notre vie. Voilà. J'admire les romanciers de l'imaginaire. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Ce que j'aime, moi, c'est me plonger dans notre société. C'est l'analyse de notre société. Moi, c'est ça qui me plaît. Voilà. Et du coup, j'écris beaucoup de romans engagés, parce que c'est l'écriture de notre
de notre civilisation, de notre société qui me plaît. Je sais pas si un jour j'arriverai à partir vraiment dans du pur imaginaire comme certains sont capables de faire. Est-ce que vous voulez le dire Allez-y. J'aime bien quand les autres lisent. J'ai rien. Alors, si, non. Alors on peut peut-être... Vous avez énormément de post-it. Ouais, alors ça c'est ma façon de fonctionner. Alors en fin de compte, parce qu'après quand je refais les fiches et tout ça, je repars. Enfin voilà. Et donc ça reste comme ça. Bon voilà. Voilà. Et puis quand c'est bien jaune, ça veut dire que je suis allé au bout. Donc mais généralement je lis 2 fois quand même. Voilà. C'est quand même c'est une pratique comme ça de lire 2 fois. Et à la deuxième lecture, c'est intéressant. On voit déjà si ça tient très bien. Et là ça tient très bien. Là vraiment ça marche. Et j'ai repris grand plaisir à le lire une deuxième fois. Et donc voilà, donc on peut peut-être passer aussi la parole au public, si le public a des questions, mais forcément, il va en avoir. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Est-ce que je peux faire avec un personnage social que vous définissez comme un écrivain social? Alors, quelque part, alors personnage social, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est quand même bien ancrée pour moi dans la réalité, puisque ça reste une femme aux prises avec ses émotions, ses obligations aussi de pouvoir, ses contradictions, ses incertitudes. C'est hyper intéressant à mon avis à jouer, et c'est hyper intéressant aussi à mettre en scène dans un roman. Mais c'est aussi, ça décrit bien les femmes de son époque et beaucoup d'époques après aussi, je pense. Mais vraiment aussi, voilà, les femmes aux prises, piégées, aux prises avec beaucoup d'obligations et piégées dans une vie qu'elles n'ont pas forcément choisie et qui ne peuvent pas assumer ce qu'elles veulent être, ce qu'elles pourraient être. Et ça, c'est quand même... Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est le lot aussi de beaucoup de femmes. C'est-à-dire, enfin, beaucoup d'hommes aussi, à mon avis. Hein. On a le moi social, on a ce qu'on rêverait d'être, dans nos rêves les plus fous, et puis on a le rôle qu'on doit jouer au quotidien. C'est pas toujours les mêmes personnes. Et Phèdre, pour moi, c'est aussi l'emblème de ça. C'est ce qu'il faut être, mais c'est ce qu'on est aussi tout au fond de nous. Et malheureusement, c'est pas les mêmes personnes. Et moi, ça me plaît parce que c'est un peu ce que je vis aussi. En tant que mère célibataire avec une vie ultra cadrée, je suis obligée de gérer tout un tas de choses au quotidien, des responsabilités très fortes. Et puis il y a la romancière qui aimerait parfois tout envoyer valdinguer, que plus personne n'entend parler d'elle. Elle a pris un billet de train, elle est partie, et puis elle peut enfin écrire autant qu'elle veut. Mais cette femme-là ne peut pas exister. Voilà. Et pour moi, Phèdre, c'est quand même celle-là, quoi. C'est la Phèdre sociale, le rôle qu'elle doit jouer, et la Phèdre intime, intérieure, ravagée par des émotions qu'elle ne peut pas contrôler. Autre question? J'ai envie de dire quelque chose par rapport à la France, qui est un pays à la fois qui fait penser au rêve de la liberté, et en même temps, quand on est accueilli, en premier lieu, on ne le ressent pas forcément tout de suite. Quand j'étais très jeune, j'ai dû demander une carte de séjour pour pouvoir travailler en France. Et j'étais à Paris pour demander cette carte. Et en arrivant quasiment quelques jours après, nous étions beaucoup de femmes, comme dans une salle comme ici, torse nu, avec un document à la main, et puis un petit flacon d'urine, et on attendait le tour pour pouvoir être examinées. Et en fait, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très pudiques et qui s'effondraient carrément dans la file parce que c'était une situation qui n'était pas digne. Alors là, on est dans l'indignité totale. Ça, c'était dans les quelles années? En 1971. 60, ouais. Incroyable. Non, là, c'est une situation, effectivement, là, la dignité, on vous la vole, très clairement. Être obligé d'aller faire pipi dans un gobelet, on ne sait pas pourquoi. Ça rappelle quand même certaines autres pages d'histoire pas terribles. Hein. Voilà, je pense à Ellis Island notamment, ça rappelle certaines choses. Non, c'est totalement indigne. Et c'est pas normal qu'on soit obligé de vivre ce genre de choses-là parce qu'on veut un titre de séjour pour pouvoir travailler.
C'est ignoble. Parce que, aussi la question, là, le député qui aide Marlène, en fin de compte, il intervient là sur une personne. Il dit, je l'ai parce qu'il a la chance. Parce que nous, on s'est battu pour elle. Voilà. Mais après, il ne se passe pas plus de choses pour que ça devienne un peu plus global, pour qu'on puisse poser un certain nombre de questions. Voilà. Mais, bon, non, Marlène a une chance que tout le monde n'a pas. Ouais, mais parce que ce sont là, ce sont des enseignantes qui se sont battues pour elle. Mais voyons ça, il va pas mettre une question à l'Assemblée, quoi. Non, je ne pense pas que ça se soit passé. Non, effectivement, c'était un cas isolé. Marlène a eu cette chance aussi des bonnes rencontres au bon moment d'être tombée sur nous. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et parce qu'elle est brillante. Et parce qu'elle est brillante, voilà. Elle a cette chance-là, Marlène, d'être une jeune femme brillante. Et c'est pas le cas non plus de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et je me rappelle d'avoir accueilli ici une autre auteure strasbourgeoise, Fatou Diom, oui. pour Le ventre de l'Atlantique. Oui. Et Fatou Diom nous expliquait très clairement que pour pouvoir payer ses études, parce qu'elle a fait un doctorat de lettres, pour pouvoir payer ses études, elle gardait des enfants. Oui. Elle gardait des enfants. Et en particulier garder des enfants dans une famille strasbourgeoise, très bourgeoise. Et la mère était un peu pénible comme ça, et elle expliquait que donc elle faisait le ménage. Donc déjà la mère, quand elle l'a accueillie, elle lui parlait en petit nègre. Oui, donc Fatou Diom, elle a dit on parle en petit nègre, moi je réponds en petit nègre. Hein. Alors qu'elle est infiniment plus cultivée. Voilà. Et à un moment, donc elle voit la mère, la jeune fille devait être qui était là, devait être en 4e aussi, elle faisait latin. Et puis, elle n'arrivait pas à faire son truc de latin et tout. Et la mère, elle lui dit, non, mais elle s'énerve, elle lui dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Puis elle s'aperçoit que la mère, en latin, elle en connaissait encore moins que sa fille, quoi. Elle se plantait complètement, puis c'est remonté, quoi. On disait, enfin non, madame, c'est pas possible. En latin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, la mère bourgeoise, mais comment ça, pourquoi vous dites ça? Elle dit, bah, écoutez, je suis en doctorat de lettres. Le lendemain, elle était virée. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment. Le lendemain, elle l'explique très bien. Il faut tenir son rang. Et son rang n'était pas d'être doctorante. C'est pas doctorante. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est vrai quand même. Oui, et Fatou a expliqué dans ce roman, effectivement, Le ventre de l'Atlantique. Beaucoup de nouvelles montrent effectivement certaines humiliations qu'elle a vécues, clairement. Qu'elle a clairement vécues. Voilà. Alors qu'elle a fait des études poussées de lettres. Voilà. Des personnes aussi françaises, je veux dire, qui peuvent vivre aussi la pauvreté, l'humiliation, que ce soit à l'école, que ce soit d'aller justement dans ces foyers d'urgence, voilà, tout ça. Et là, il y a moi, je suis partie du mouvement ATD Carmon, donc qui est engagé aussi auprès de ces familles. Et là, il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle La Louve, avec Caroline Lorion, voilà, qui vient juste de sortir, qui ne sort pas partout, qui n'est pas sorti encore ici à Saint-Denis, qui est sorti à Colmar, qu'on a été voir, voilà, qui parle aussi de comment une maman seule avec 3 enfants, qui à un moment donné va dans un foyer et qui à ce moment-là a des services sociaux sur le dos et sous l'enchaînement avec la perte, le placement des enfants et voilà, tout ce qu'on va. Moi, oui, et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je connais très bien puisque je suis une enfant placée, j'ai été placée à la DAS à l'âge de 11 ans, puis en famille d'accueil à l'âge de 13 ans, et à la base je fais partie des familles les plus pauvres de Lunéville. On habitait, alors ça a été rasé depuis, mais on habitait au quai de la Vzouze, qui était derrière le château de Lunéville, et dans les années 90, c'était des ruines, c'était n'importe quoi, c'était des trucs brinque-ballant et on traversait un pont misérable cassé pour aller au Cora derrière, dans des champs d'orties. J'ai expliqué d'ailleurs dans Ce qui est monstrueux et normal que je suis tombée dans l'eau de ce pont qui s'est craquelé sous mes pieds. Et effectivement, c'est ce qui m'a amené, je pense aussi, à aimer à ce point Marlène. Ça m'a ramené, moi, à l'extrême pauvreté que j'ai connue, parce que je l'ai connue, l'extrême pauvreté. Moi, j'ai connu une époque où nous, on devait inventer les repas. Parce que avec ma mère et mon beau-père, si on disait qu'on n'avait pas mangé à midi, vous imaginez bien les coups qu'on prenait, donc il fallait inventer des repas. Et effectivement, quand j'étais placée au foyer Lunéville, qui s'appelle Méon, ça a été tout autre chose, tout à coup. Et ensuite, dans ma famille d'accueil, qui est ma famille, hein, mes parents d'accueil, c'est mes parents.
Mes enfants l'appellent Pépère Michel, Mémère Catherine, parce que dans Lorraine, c'est Pépère Mémère. Et c'est ce qui m'a sauvée. Et heureusement qu'il existe encore de belles institutions en France. Moi, d'avoir été placée en foyer, en famille d'accueil, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Parce que ma famille biologique, je les côtoie encore de loin. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et effectivement, à un moment donné, il y a juste une main tendue. Parfois, il suffit d'une main tendue pour qu'on s'en sorte. Moi, ça a été ma maman d'accueil, ça a été ma rencontre absolue. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et dans ma famille biologique, moi, je vois mon grand frère qui a à peine 1 an de plus que moi et qui n'a pas été placé. Parce que oui, quand dans les fratries, on place la jeune fille victime d'inceste, mais on ne place pas le jeune garçon. Parce que lui, du coup, il n'a rien vécu, le pauvre enfant. Alors lui, on le laisse pourrir dans sa famille. Et je vois mon frère, il s'en sort beaucoup moins bien que moi. Mais il n'a pas eu cette chance d'être placé. Alors s'il avait été victime d'inceste par mon beau-père, comme moi, eh ben, il aurait eu la chance d'être placé. Des fois, voilà, ça tient à rien. Non, mais c'est vraiment injuste. Voilà, c'est vraiment injuste. Moi, parfois, j'en parle avec mon frère, je dis, mais c'est injuste. Voilà, il aura fallu que moi, je sois victime d'inceste de mon beau-père pour qu'on me dégage de cette famille. Et lui, on l'a laissé là-dedans. C'est pas juste. Des fois, ça tient à ça aussi, quoi. C'est très étrange, les histoires de placement, quand même. Et même aussi de famille d'accueil, moi, pour l'avoir vécu avec une petite fille qui était en CM2, qui tous les matins pour moi arrivait et dormait, et on s'est aperçu qu'en fin de compte elle dormait, c'est parce que sa mère l'a gavée de Valium pour être tranquille, pour pouvoir sortir le soir, donc le matin, forcément elle n'était pas en état, quoi, hein, tomber une petite blonde comme ça. Donc on a réussi à faire, la procédure est quand même très longue, pour arriver, même quand vous êtes enseignant, quand même très longue pour faire un signalement, pour que ça réagisse et tout ça. Ça a mis 6 mois, c'est long, hein, c'est très long, on trouve ça très long. Alors que quelquefois il y a véritablement des questions d'urgence, voilà, pour revenir dans le thème du film. Et donc, avoir revu l'année d'après, en ayant encore en classe l'année d'après, il y a eu 1 an, famille d'accueil, super et tout ça, sans problème et tout. Et là, on revoit un enfant qui devient, qui s'ouvre et tout ça. Et au bout d'1 an, 1 an et demi après, retour dans la famille initiale. Et boum, elle est repartie. Une espèce de truc aussi là où on a déracinement, famille d'accueil, où il n'y a pas. Ça se pratique heureusement de moins en moins. Une logique. Mais oui, alors ça c'était dans les années 80. Le recours comme ça, on privilégiait la famille biologique, voilà, absolument, etc. Il y a eu tellement d'échecs que maintenant quand même ça se pratique de moins en moins. Oui, parce qu'il y a eu quand même énormément d'échecs. Moi quand j'étais dans ma famille d'accueil, on avait une petite fille qui s'appelait Tatiana. Elle était très très bien avec nous et elle adorait Catherine, hein, notre maman d'accueil. Ils l'ont replacée dans sa famille biologique. 6 mois après, elle est en foyer. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc de moins en moins maintenant, on pratique ce recours-là. Mais c'est aussi, c'est horrible à dire, mais moi j'en ai parlé avec mon ex-mari qui est procureur de la République. Et les jeunes juges aux affaires familiales, les jeunes juges pour enfants, c'est souvent des gens aussi qui ont eu des vies harmonieuses, etc. Et pour eux, la famille biologique, c'est le Graal. Et il y avait cette idéologie-là, non, on n'est jamais mieux que dans la famille de sang. Et de plus en plus, maintenant, on sort de ce carcan-là. Ouais. C'est bien. Voilà. Oui. C'était juste une question sur le roman. Il semble y avoir d'abord Marlène, et ensuite Karel. Et est-ce que Karel arrive dans la construction du roman à son âge réel, c'est-à-dire à l'âge réel qu'a Marlène quand vous écrivez le roman? Non, elle est plus vieille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, c'est Karel dès le début, parce que je me suis énormément inspirée de l'enfance de Marlène, mais il y a quelques épisodes qui ne lui appartiennent pas, c'est pour ça que j'en ai fait vraiment de la fiction. Mais dans le roman, Karel, aux alentours de 25 ans, voilà, elle commence à avoir sa place vraiment à la Comédie Française, elle commence déjà, elle est un petit peu plus vieille. Et j'avais même dit à Marlène à l'époque, t'es pas obligée de devenir Karel, là tu peux vivre ta propre vie. Hein. Oui, et
Alors elle aime bien tout ce qui est... Elle veut travailler dans les théâtres, mais pas forcément en tant que comédienne. Elle aime beaucoup la mise en scène, etc. Mais elle m'a fait rire parce que moi je lui ai dit, écoute, t'es pas obligée de suivre la vie de Karel, hein, tu peux faire ta propre vie. Et l'année dernière, elle me dit, ouais, mais quand même, hein, j'aime bien le théâtre. Je dis, bah, après, tu fais comme tu veux. Mais effectivement, c'est une des premières choses que j'avais dites à Marlène, c'est ça reste une fiction, hein, tu vis ta propre vie quand même. Mais je m'étais pas trompée quand même. Sa passion, ça reste le théâtre. C'est ce qu'elle aime. La Ouais. littérature. Oui. Voilà. Vous aviez parlé des ateliers d'éloquence que vous menez. Est-ce que vous pouviez nous en dire un peu plus? Oui, il y a une association à Strasbourg qui s'appelle l'association Déclic et qui crée plein mal de choses pour les jeunes de quartier, notamment tout ce qui est autour de l'orientation, création d'entreprises, etc. et qui organise tous les ans ce qu'on appelle le concours OGMA, O-G-M-A, donc c'est vraiment le concours d'éloquence interrep. Et donc tous les ans, on peut présenter entre 3 et 4 élèves, bon, maintenant c'est plus que 3 élèves parce qu'il y a d'autres collèges qui se sont rajoutés au concours. Et à partir de là, moi j'ai eu l'idée de créer un atelier qui pendant 5 ans ne m'a pas été payé. Hein. Je l'ai fait gratuitement parce que voilà. C'est pas de moyens dans l'éducation nationale. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. Et j'ai créé donc un atelier qui est pas ouvert spécifiquement aux enfants du concours. Hein. Moi, je leur dis, les troisièmes, si vous avez envie aussi tout simplement de vous améliorer à l'oral, on pense à l'oral de brevet aussi, mais plus tard aussi au lycée, si vous avez envie de prendre confiance en vous, à travailler la technique de l'écriture de discours, travailler à l'oral, vous êtes les bienvenus. Et parmi vous, s'il y en a 3 qui veulent plus spécifiquement passer le concours, eh bien, hop, on se fait quelques heures en plus aussi. Mais l'atelier est ouvert à tous. Après, c'est un atelier de combien alors? Voilà, je ne peux pas en accepter non plus énormément. Ouais. Mais là, cette année, j'en ai 6 ou 7. Oui, quand même. Voilà, j'en ai 6 ou 7. Et 3 sûrs qui veulent surpasser le concours. Qui étaient déjà intéressés dès l'année dernière en 4e. Parce qu'à force, comme ça, là c'est la 6e année que je le fais, les élèves en entendent parler. Donc dès la 4e, certains savent qu'arrivent en 3e, ils vont le faire. Donc je le fais toute l'année, je leur apprends vraiment à gérer leur corps, à gérer leur voix, leur stress. On apprend la technique d'écriture de discours. Je leur apprends vraiment à écrire les discours. Et je fais venir aussi des avocats strasbourgeois, parce que le jour avec l'association OGMA, il y a aussi ce qu'on appelle le prix Even. C'est un prix qui est donné pas forcément lauréat, mais parmi les finalistes qui passent le concours d'éloquence, on donne le prix Even à celui qui se destine à une carrière juridique, à celui qui sait qu'il veut devenir avocat ou magistrat. Et donc du coup, moi je me suis rapprochée de ces avocats-là. Alors ils sont gentils, franchement, ils sont vraiment gentils parce qu'ils viennent gratos, vu que déjà moi je suis pas payée, je risque pas de réussir à les payer. Mais tous les ans, on a 2-3 avocats qui viennent et qui sont ravis de travailler avec nous. Et donc, les élèves font leur discours devant eux et les avocats leur donnent des conseils pour s'améliorer. Et ils sont adorables parce que c'est fait vraiment sur leur temps libre et de manière tout à fait bénévole, quoi. Mais ils voient bien que ça paye parce que on a été quand même 2 fois lauréat, plusieurs fois finaliste et demi-finaliste. Je pense qu'au collège Leclerc, on commence à être regardé de travers. Je pense qu'ils voudraient bien qu'on dégage un petit peu. Mais ça fonctionne bien, quoi. Mais parce que je fais ce que... Ça se fait pas forcément dans d'autres collèges, quoi. Moi, à partir du moment où je les mène à ce concours, c'est pas on se voit une fois de temps en temps pour écrire... Non, on fait un vrai atelier. Oui, c'est une véritable implication. Voilà. C'est un engagement. C'est ça. Un engagement. On se voit tous les mardis midi, on mange ensemble, et ensuite, jusqu'à 13h25, on fait l'atelier d'éloquence, et après on va en cours. Oui, bravo. Et je pense, en tout cas, que ça a fait naître certaines vocations, et pour ceux qui veulent aller au Pontoni option théâtre, ça fait bien aussi. Ouais. De dire, j'ai participé à l'atelier d'éloquence et j'ai participé au concours d'éloquence, ben mine de rien, ça fait un petit plus. Ouais. Voilà, oui.
Votre processus créatif, écrivez-vous la nuit, prenez-vous des notes au long de la journée, etc. Alors, non, la nuit, je dors. Vu que j'enseigne et qu'en plus j'élève 2 enfants, dont un adolescent, la nuit, non, dodo. J'ai une particularité que j'ai refilée à mon fils, il adore, c'est que j'ai un TDAH, donc moi je suis hyper active et je carbure quoi. C'est vraiment là, vu toutes les activités que je suis capable de faire au quotidien, j'ai cette chance-là, c'est que je carbure pas mal et ça carbure très vite là. Alors oui, j'ai un carnet, il est là. Je peux même le montrer. Voilà, si je le trouve. Voilà, j'ai mon carnet d'écriture qui est tout le temps dans mon sac, j'en ai des vingtaines comme ça dans mes cartons. J'ai un carnet qui est tout le temps dans mon sac, effectivement, au cas où. J'écris pas mal, quand même, un petit peu les soirs avant de me coucher, histoire aussi de me déconnecter, de ne pas penser qu'à l'éducation nationale, parce qu'on a ce défaut, les profs, c'est que tout. Ah, les élèves, on les a toujours en tête. Ah, ça me fait penser à mes cours, à ça. Donc ça permet de déconnecter quand même un petit peu. J'écris beaucoup pendant les vacances, mais sinon, je crois que c'est un peu... sauf qu'il peut, quoi, c'est un peu quand je peux. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu de vie chaotique, c'est un petit peu, je vole du temps, quoi. Je vole du temps. Puisqu'on parle de l'écriture, je vais parler de la relation avec votre maison d'édition, avec Viviane Ami. Oui. Parce que vous êtes comme fidèle. Ah oui, moi je reste aux éditions Viviane Ami. Oui. Très fidèle à cette maison, qui est une belle maison. Oui. Qui a... Oui, vous pouvez nous en parler un peu. Oui, moi j'ai fait comme beaucoup à l'époque, en 2014, c'était 2013 le temps de l'apparition, j'ai envoyé mon premier manuscrit par la poste à plein de maisons d'édition, et puis j'ai attendu les oui ou les non, quoi. On fait un peu tout ça, et je l'avais envoyé à 8 maisons d'édition, j'ai eu 7 noms et un oui, c'était Viviane. Elle m'appelle au bout de 2 mois et demi. Alors moi, je me suis dit, bon, c'est mort, c'est fini. Et au bout de 2 mois et demi, elle m'appelle en me disant, est-ce que vous avez déjà eu un contrat? Je voudrais vous faire venir à Paris. À l'époque, mon mari me dit, bon, si elle t'invite à Paris, c'est pas pour boire le thé, c'est qu'a priori, il y a un contrat à la clé. Et effectivement, c'est elle qui m'a dit oui, c'est elle qui m'a donné ma chance. Et il y a, aux éditions Viviane Ami, vraiment une exigence de rigueur. Viviane était connue pour ça. Alors maintenant, ça a été repris par Lise Chasteloup. Viviane, elle a 68 ans et elle avait envie aussi de prendre sa retraite et de décrocher, quoi. Et elle a eu de la chance d'être... c'est elle qui a formé Lise Chasteloup aussi, mais Lise est dans le même état d'esprit que Viviane. Ce sont des femmes qui sont rigoureuses, qui ne feront pas paraître le roman tant qu'il n'est pas vraiment à la hauteur des espérances que l'on a tous, quoi. Et moi, j'ai envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Vous allez aux éditions Albin Michel, Gallimard, etc. Ils font paraître 7 ou 8 auteurs en même temps. Qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont le temps d'accorder vraiment autant de temps à tous les auteurs à relire le manuscrit, à leur donner des conseils? Il y a un véritable... Là, il y a un travail, parce que Viviane Ami, c'est entre 10 et 12 romans par an. À la rentrée littéraire, il y en a 1, 2 s'il y a un policier, mais c'est tout. Et donc, c'est nous. Voilà, c'est l'auteur qu'elle choisit de faire paraître, elle mise sur lui. Voilà, et il y a un vrai travail. Et il n'y a pas 4-5 auteurs en même temps, parce que vous allez chez Gallimard, vous paraissez en même temps que David Fuenquinos, déjà c'est mort pour vous, quoi, parce que toute la pub sera sur lui, et les autres... vous allez faire ce que vous pouvez, mais il n'y aura rien pour vous. Gallimard ne misera pas sur la promo pour vous. Et il y a une transversalité entre les auteurs. C'est-à-dire vous avez des contacts avec d'autres auteurs de Viviane Ami. Oui, on fait souvent. Par exemple, la semaine dernière, j'ai été au festival de Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve se livre. On était 4 auteurs de la maison d'édition ensemble. Donc, oui, bien sûr, on se côtoie pas mal, on s'entend bien. On fait souvent des festivals ensemble, des fois des rencontres croisées. J'ai déjà fait plusieurs rencontres avec François Bellégeau, à l'époque avec Dominique Sylvain quand elle était encore dans la maison d'édition, avec Cécile Coulon aussi quand elle était... Il y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Là, j'étais avec Thomas Houssin, on a fait quand même... nous on s'entend bien, il n'y a pas de concurrence entre nous, mais précisément parce que comme on ne sort pas au même moment et qu'à chaque fois l'éditrice
vraiment s'occupe de nous, on n'a pas de raison d'avoir une espèce de concurrence malsaine les uns envers les autres. Et je pense que dans certaines grandes boîtes, alors tous les auteurs rêvent d'aller chez Albin Michel, Gallimard. Et oui, c'est sûr que la presse s'intéresse plus à ces auteurs-là et que forcément, sur le papier, on va peut-être vendre plus. Mais en attendant, je ne crois pas qu'on soit mieux traité. Moi, je suis bien traitée dans ma petite maison d'édition. Et je pense que finalement, oui, je vends peut-être moins, mais je me sens mieux. Parce que vraiment... Là, Lise est en train de travailler mon prochain roman, on est en train de le travailler ensemble, et il y a toujours cette même exigence de rigueur qui est là. Et donc je sais que quand il paraîtra, il ressemblera vraiment à ce qu'on a envie qu'il ressemble. Ça, finalement, quand on est écrivain, c'est pas si compliqué que ça, parce que ça fait partie quand même de notre métier et il y a certaines choses qu'on maîtrise. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais une certaine angoisse, c'est de trahir le propos de Marlène. Je lui ai fait lire le manuscrit avant même que je le donne à mon éditrice, parce que j'avais besoin aussi qu'elle se sente, enfin qu'elle se reconnaisse dans ce que j'avais écrit et qu'elle se sente pas trahie par mes propos. Donc j'avais quand même cette angoisse-là que je n'ai pas pour les autres romans. Et parce que je voulais vraiment être au plus juste, en tout cas dans la première partie du roman, je voulais vraiment être au plus juste de son ressenti, de ce qu'elle avait vécu dans ses chambres d'hôtel, etc. Et donc je lui ai confié le manuscrit et le soir-là, je pense que j'ai reçu, je sais pas, 150 SMS, elle lisait, puis et elle réagissait sur toutes les pages. Alors c'était beau, parce que c'était des SMS magnifiques, mais je pense que j'en ai eu pour 3 heures dans les SMS. Elle m'écrivait à toutes les pages, elle réagissait, et elle était, elle était en larmes, elle était vraiment très heureuse, mais c'est vrai qu'il y a eu une angoisse. Je voulais vraiment pas la trahir, voilà. Et c'est vrai que pour moi c'était essentiel, parce que plus j'apprenais à la Colette, plus je me disais, mais il faut que des voix comme celle-ci soient portées. Il faut que les gens connaissent ce genre de destin, quoi. Donc c'était pour moi essentiel. Moi, je voulais son accord et je voulais vraiment qu'elle se retrouve dans mon récit. Voilà. Et elle s'y est retrouvée. Donc j'ai eu de la chance. Voilà. Donc on peut peut-être s'arrêter là s'il n'y a plus de questions. Vous pouvez trouver à la table là-bas les livres de Céline Laperto, enfin le dernier et d'autres. En tout cas, Céline, merci beaucoup pour cet entretien. C'est un vrai plaisir et en espérant peut-être vous retrouver pour le prochain. Janvier 2025. Janvier 2025, voilà. Alors rendez-vous est pris. Merci pour votre beau travail. Voilà. Merci à vous.